Bonsoir. Donc, ouais, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ont tout d'un coup certains parfums, certaines odeurs qui leur sont revenus. Donc, c'est l'une des formes, en effet, de la nostalgie, mais on verra tout à l'heure comment on peut en parler. Donc, ce soir, j'accueille, je suis très heureux, à ma droite, Cynthia Fleury Perkins, qui est philosophe et psychanalyste. Elle a longtemps enseigné la philosophie politique à l'American University of Paris. Elle a été chercheuse au Muséum d'histoire naturelle. Elle est professeure au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Humanité et Santé. Elle est membre aussi du Comité consultatif national d'éthique et membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l'UNESCO, dont je suis aussi quand même, en tant que femme. Elle a créé la chaire de philosophie donc à l'hôpital Hôtel-Dieu et dirige actuellement la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Voilà, elle a écrit beaucoup. Je vous cite juste quelques titres. Vous trouverez les références justement dans nos revues. Métaphysique de l'imagination, Mallarmé et la parole de l'imam, Precium Doloris, l'accident comme souci de soi, Dialoguer avec l'Orient, Retour à la Renaissance, Difficile tolérance avec Yves-Charles Zarka, Manifeste pour une nouvelle école avec Jean-Luc Muracciole, Les pathologies de la démocratie, La fin du courage, qui a eu beaucoup de succès, Les irremplaçables aussi, et enfin Le soin est un humanisme qu'elle vient de publier. À ma gauche, Camille Riquier, donc, qui est philosophe. Il est vice-recteur de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris et vice-président de la Conférence mondiale des institutions universitaires catholiques de philosophie. C'est un grand spécialiste de Bergson et de Péguy, et ses recherches portent sur la philosophie française, la métaphysique, le spiritualisme, la phénoménologie française et son rapport au cartésianisme. Donc là, il a aussi publié beaucoup, notamment l'archéologie de Bergson, la philosophie de Péguy. Il a fait un travail éditorial extraordinaire, notamment Matière et mémoire et l'énergie spirituelle de Bergson, ainsi que les écrits philosophiques de Bergson, et dirigé donc lire Bergson avec son ami, notre ami Frédéric Worms. Voilà pour les présentations. Ce soir, donc, nous allons inaugurer nos réflexions sur le temps. Vous avouerez qu'on n'a pas choisi la facilité quand même cette année. Comment parler du temps? Comment mettre le temps devant soi pour en parler, puisqu'il me faut du temps pour parler? Comment définir quelque chose qui est déjà requis par l'esprit qui le définit? Gros problème. Je vais prendre une phrase un peu débile comme d'habitude. Je suis à Palerme, un dimanche 1er mai, le soleil brille, et je flâne dans le jardin botanique en attendant Rosalie. Pourquoi Rosalie, je ne sais pas, dont le taxi est bloqué par une manifestation et qui n'arrivera que dans 3 quarts d'heure. Oui, si on développe cette phrase, on trouve tout, le temps est partout. Il y a le temps psychologique de l'attente, le temps sacré profane du dimanche et des jours fériés, le temps des verbes, le temps social de la manifestation, le temps politique du 1er mai, le temps biologique des arbres, le temps de la montre, le temps astronomique du soleil, et ainsi de suite. Où trouver le temps, donc, pour parler de tous ces temps? Il n'est pas exagéré, je crois, de dire qu'en prenant pour fil conducteur le thème du temps, on pourrait reparcourir à peu près toute l'histoire de la philosophie et même de la science, des présocratiques à Heidegger, en passant par Platon, Aristote, Augustin, Descartes, Leibniz, Kant, Nietzsche, Husserl, Bergson, and so on. On va partir d'Aristote. Pas beaucoup, je ne vais pas vous accabler avec ça. Parce que dans la physique d'Aristote, on trouve l'une des premières définitions du temps, qui, je dois dire, n'est pas extrêmement claire, mais ça ne fait rien. Aristote dit ceci: le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur, ou l'avant et l'après, si vous préférez. Le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. On a souvent dit qu'il y avait là la première détermination d'un temps objectif, mesurable, en suivant les positions qu'un mobile occupe avant et après. Mais c'est oublier une question. Quelque chose qui nombre le mouvement, la question est tout de suite, mais qui nombre? Qui est le sujet de ce verbe nombrer? Aristote répond, il dit c'est l'âme. Et donc, il se demande si le temps pouvait exister ou pourrait exister sans l'âme, dans la mesure où il n'y aurait rien à nombrer,
rien à compter, s'il n'y avait rien ou personne qui compte, autrement dit, s'il n'y avait pas une conscience consciente de la succession et de la simultanéité des nombres comptés. C'est là un pas essentiel, car il apparaît que la réalité du temps dépend à la fois de la conjonction du mouvement physique et de l'acte de l'âme. La découverte de la réalité objective mesurable du temps suppose donc la perception du mouvement et celle du temps, mais aussi la perception concomitante de l'acte de l'âme, si vous voulez. J'abrège. Ça signifie que même quand on parle d'un temps qu'on pourrait objectiver, on ne peut pas faire abstraction d'une conscience, précisément, qui saisit le mouvement du temps. Et que donc, ça revient à dire que, à côté d'une ontologie du temps, il y a toujours une psychologie du temps. Et une question demeure. Donc, comment répondre à cette question? Si l'âme est ce qui nombre le mouvement, est-ce qu'on peut nombrer les mouvements de l'âme? Et à cette question va répondre saint Augustin. Et je crois qu'on ne peut pas parler du temps si on ne rappelle pas un peu ce que disait saint Augustin. Dans les Confessions, il y a des passages qui sont absolument géniaux. D'ailleurs, quand on vous demande de représenter le temps, presque instinctivement, on représente par un vecteur qui va comme ça de gauche à droite, et on met même une flèche. On met le passé, puis on fait un trait, c'est le présent, puis après, de l'autre côté, c'est le futur. Déjà, ça commence à faire problème, parce que ça voudrait dire que le passé, il est avant le futur. Donc on se demande comment le passé peut être avant le futur. Il faut bien que quelque chose se soit passé pour qu'il puisse passer, que quelque chose soit advenu pour qu'il puisse passer. Donc il faut déjà retourner un peu la conception qu'on a du temps. Le temps, il ne va pas dans ce sens-là, il va dans ce sens-là. C'est-à-dire quelque chose advient, se présente et passe. Et c'est en abordant cette question que Augustin dit quelque chose d'essentiel. Dans la conscience, le temps n'est que présent. Tout est présent. Mais nous savons bien aussi que nous pouvons nous souvenir de quelque chose, que nous pouvons anticiper quelque chose. Et du coup, Augustin dit oui, il y a un présent du passé qui s'appelle la mémoire. Il y a un présent du présent qui s'appelle l'attention. Et il y a un présent du futur qui s'appelle l'anticipation. Et que donc tout est présent, mais la conscience peut se déplacer de l'anticipation effectivement à la mémoire et peut aussi se déplacer de la mémoire au présent et du présent à l'anticipation et effectivement ainsi de suite. Alors pourquoi y a-t-il que du présent? Augustin le dit également, il dit on peut bien dire que en général le passé n'est pas puisqu'il est passé. Le futur n'est pas davantage puisqu'il n'est pas encore. Et le présent qui serait soi-disant au milieu, si tant est qu'on puisse le géométriser, il serait le croisement de deux néants et par conséquent, il n'y a pas de possibilité de lui donner une réalité. Alors, les espèces de temps que décrit effectivement Augustin dans les Confessions n'existent en fait évidemment que dans l'âme ou dans l'esprit ou dans la conscience, sous forme de présence effectivement de l'âme à elle-même. Je vous lis un peu Augustin, parce que ça fait toujours du bien de lire saint Augustin. Ceci, dès maintenant, apparaît limpide et clair. Ni les choses futures, ni les choses passées ne sont. Et c'est improprement qu'on dit qu'il y a trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais peut-être pourrait-on dire au sens propre, il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Il y a en effet dans l'âme, d'une certaine façon, ces trois modes du temps. Et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est la vision, le présent du futur, c'est l'attente. Donc le temps n'existe que comme dimension de l'âme. Augustin disait distentio animae, donc de dilatation de l'âme, au sens où la conscience se déploie, donc je le disais à l'instant, selon ces trois dimensions. Mais on sait aussi que dans notre esprit, si c'est notre esprit qui mesure le temps ou le laisse passer, chacun d'entre nous sait qu'il le laisse passer à des vitesses, si je puis dire, différentes. On sait bien qu'une heure dure bien plus qu'une heure si on s'ennuie, et dure bien moins qu'une heure si on est pris par une activité
qui nous enthousiasme. Cette notion de durée sera évidemment au centre de la réflexion de Bergson, et sans doute Camille va nous en parler tout à l'heure, qui conçoit Bergson le temps comme une fluence non spatialisée d'états de conscience, une concaténation souple de moments qui mordent les uns sur les autres, se mêlent, constituent un tout unitaire, dont chaque instant est absolument nouveau et va grossir, si vous voulez, la mémoire. La notion d'un mémoire, c'est le premier pas auquel je voulais arriver, il en reste deux autres, est centrale parce que c'est à partir d'elle qu'apparaît le problème dont nous allons parler ce soir. Durer, pour un sujet humain, signifie changer, évoluer, mais ce changement continu n'est pas un simple écoulement, un simple aller sans retour qui me fait quitter toute chose, me fait passer et me fait passer d'eux. Dans la vie de la conscience, le passé ne passe pas. Au contraire, le sujet dure parce qu'il est continu, le processus de conservation et de transformation de tout ce qu'il a vécu. Conscience signifie mémoire, écrit Bergson. Le passé nous suit partout et s'accroît sans cesse, englobant en soi ce qui tour à tour a été présent. Mais il faut noter, et c'est là qu'on va passer au second point, que dans cette optique, les notions d'avant et d'après n'ont presque plus de sens et que disparaît l'horizon à laquelle spontanément on associe la notion de temps, c'est-à-dire l'irréversibilité. La conscience qui peut à loisir aller de l'attention à l'attente anticipation, de l'attente à la mémoire, semble acquérir comme une souveraineté capable de soumettre à son hégémonie la fuite même du temps, le fait évident pour nous tous que les choses passent et ne reviennent pas. Or, c'est cette expérience qui est à la base de quasiment toutes nos expériences. Vous vous souvenez que Jean Piaget, le grand psychologue de l'enfant, a montré comment l'enfant construit la notion d'objet en la rapportant à l'espace et construit celle de temps en la rapportant à la causalité. L'enfant apprend qu'en faisant dans sa chambre le chemin inverse que celui qu'il vient de faire, il peut reprendre le doudou qu'il a laissé à côté de son lit. Mais il apprend aussi qu'il ne peut pas refaire à l'envers le geste qui a provoqué la chute et le bruit du verre pour faire qu'il soit de nouveau intact. La notion d'irréversibilité est celle qu'aucune conception du temps jamais ne peut éliminer et qui, chassée par la porte, revient par la fenêtre pour manifester justement que rien ne revient jamais. Et là, je voudrais vous lire quelques lignes juste de mon cher maître Jankélévitch. C'est le début du livre auquel nous avons emprunté ce soir le thème de notre atelier. Et Vladimir dit ceci, chose extraordinaire, ça va être très rapide. L'irréversible n'est pas un caractère du temps parmi d'autres caractères. Il est la temporalité même du temps. Et le verbe être est pris ici au sens ontologique et non pas au sens copulatif. C'est-à-dire que l'irréversible définit le tout et l'essence de la temporalité, et la temporalité seule. En d'autres termes, il n'y a pas de temporalité qui ne soit irréversible et pas d'irréversibilité pure qui ne soit temporelle. La réciprocité est parfaite. La temporalité ne se conçoit qu'irréversible. Si le fuyard de la futurition, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, revenait sur ses pas ou se mettait à lambiner, le temps ne serait plus le temps. Mais dans ce même début de l'irréversible, Jankélévitch pose une question essentielle qui est ce soir, je crois, l'objet de notre débat. Et quand la mémoire essaie de ramener effectivement au présent des sensations qui ont été, des événements qui ont été, qui sont passés et les sensations qui les ont accompagnés, on a l'impression que la mémoire est toute puissante. Or, voici ce que dit Jankélévitch. Mais la mémoire, sous couleur de compenser l'irréalité du passé et de présentifier le prétérite, ne fait qu'en souligner davantage le caractère posthume et spectral. Du passé, il nous reste justement un simple souvenir, vestige et symbole idéal du présent, image fantomale et vaporeuse inscrite en surimpression sur le réel perçu, le souvenir avive par son insuffisance même, ou, comme dit Bergson, par son impuissance, notre faim et notre soif de réalité. Le souvenir, loin de suppléer au revenir, aiguise la nostalgie et confirme l'irréversible.
Mieux vaudrait, dans ces conditions, que le passé défunt ne se survécut pas à lui-même. En dégageant la passéité du passé, le souvenir nous rend sensible, hélas, tout ce que nous avons perdu, l'odeur irremplaçable du présent et la saveur incomparable de la présence, la tangibilité du réel en chair et en os. Les fantômes de la réminiscence n'ont plus ni chair ni os. Jean Kelevitch appelle nostalgie la maladie de l'irréversible. Et c'est là que nous passons effectivement au second thème, dont vous voyez qu'il a un rapport évident avec le premier, l'irréversibilité. Je vais essayer d'aller très vite parce que je m'aperçois que je suis en retard. Le mot nostalgie, vous voyez, il sonne vraiment grec, quoi. C'est tellement grec que les gens le prennent pour une notion grecque. Ce n'est pas une notion grecque. Malheureusement, la chose est grecque, mais pas le mot. En réalité, il vient de Suisse alémanique. Il aurait été inventé en 1678 par Jean-Jacques Herder, qui était un médecin particulier du duc de Wurtemberg, qui en fit un terme de psychopathologie, désignant entre autres les manifestations dépressives des jeunes mercenaires suisses de Louis IV exilés à l'étranger. D'autres sources disent qu'il aurait été inventé en 1688 par Johannes Hofer, lequel publie à Bâle une thèse de médecine qui s'appelle Dissertatio Medica de Nostalgia oder Heimweh, où la maladie, proche de la mélancolie, est reliée au mal du pays, donc Heimweh. Et il l'a décrit ainsi: la nostalgie naît d'un dérèglement de l'imagination, d'où il résulte que le suc nerveux prend toujours une seule et même direction dans le cerveau et de ce fait n'éveille qu'une seule et même idée, le désir du retour dans la patrie. Rousseau, d'ailleurs, dans le dictionnaire de musique, raconte que l'air du rance, le rance des vaches, oui, l'ioba, était si chéri des Suisses qu'il était défendu, sous peine de mort, de le jouer dans leurs troupes, parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui l'entendaient, tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir le pays. Donc oui, la nostalgie comme maladie de l'âme semble ne concerner d'abord que les soldats, que les mercenaires, que les paysans. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'elle est tenue pour un mal mortel pouvant affecter toutes les classes de la société. En réalité, et là j'aurais bien aimé m'étendre, moi j'ai pas le temps, c'est au siècle suivant qu'elle prend toute son ampleur, face à l'essor des grandes villes, à l'explosion des flux migratoires et aux mutations des structures familiales traditionnelles qui conduisent à un sentiment de déracinement et d'exil. Elle disparaît ensuite du vocabulaire médical pour ne garder que son sens littéraire, renvoyant à cet état d'âme particulier, assez mélancolique, assez douloureux, mais pas d'une douleur aiguë, qui ressemble plutôt à une langueur, et dans chaque pays, vous le savez, établit les nuances. La saudade, Heimweh, dor, spleen, Sehnsucht, homesickness, desengaño et ignoranza, blues. La nostalgie, comme l'écrit Jean Kelevitch, on va s'arrêter là, n'est pas seulement un mal qui a besoin d'un remède, elle est encore l'inquiétude causée par l'insuffisance de ce remède. En ce sens, le mal du retour s'appelle déception. Voilà le chagrin que provoque la nostalgie, misère de l'irréversible. Ça ne désigne pas simplement l'impossibilité d'un retour à un site ou à une terre natale ou à une langue natale, mais plutôt un retour à sa propre natalité, au temps de sa naissance, à sa jeunesse, à la personne que l'on était lorsqu'on était sur cette terre, où on demeurait, lorsqu'on humait les odeurs, on contemplait les couleurs de cette terre. Il y a dans la nostalgie comme une tentative, évidemment, de refuser le passé, de refuser l'histoire. Est-ce qu'une tentative désespérée? Ceux qui en font l'expérience, par exemple l'immigré ou l'exilé, qui gardent leur pays dans la langue maternelle qu'ils parlent, mais après tant d'années, s'ils retournent au pays, ils s'aperçoivent que nul ne parle plus cette langue-là, qu'elle a tant évolué qu'ils s'y trouvent étrangers. Alors peut-être qu'on va parler de la nostalgie, mais peut-être que le détour par la langue et par la littérature serait nécessaire. Parce que la langue, c'est sans doute la demeure de la nostalgie. Parce que la littérature, c'est ce qui transforme le temps devenu cendre en rythme.
C'est ce qui transforme ce qui est perdu en mots et ce qui transforme le jamais plus en images, en couleurs ou en musique. Alors cet état est-il une vraie régression, mais peut-on, en plongeant dans la nostalgie, trouver des forces qui nous viennent précisément de la confrontation avec le jamais plus, avec ce qui n'est plus, avec ce qui est mort, avec ce qui a disparu. On va traiter de ces questions et je vais d'abord donner la parole à Camille Ricky. À toi, Camille. Bonjour, j'ai préféré rester debout. Je vous vois mieux, encore que. Donc, nous avons décidé de cet ordre puisque je vais surtout et principalement parler de la nostalgie, même si justement je vais en venir ensuite à la question de l'irréversible et montrer que la nostalgie que nous souffrons, la nôtre, celle des modernes, n'est pas nécessairement celle qu'a pu vivre les anciens. J'aurais pu d'ailleurs intituler cette conférence de la nostalgie des modernes et de la nostalgie des anciens, comme l'a fait Benjamin Constant à propos de la liberté. Car au fond, il y a une histoire des sentiments exactement comme il y a une histoire des idées. Les sentiments aussi ont été inventés d'une certaine manière. Alors la nostalgie, bien sûr, a des racines dans la nature de l'homme, mais en un sens seulement. En un autre, la nostalgie, c'est une invention grecque. Ça a été inventé par les Grecs, comme le charme de la campagne a été inventé par les Romains. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre l'Antiquité grecque pour que ce sentiment s'épanouisse, se fasse pleinement ressentir. Alors, il ne faut pas simplement dire que le mot, même s'il est venu effectivement très tard, a été forgé à base du grec ancien, c'est-à-dire en associant les termes de nostos, retour, et d'algie, douleur, mal, pour signifier littéralement le mal du retour. Il faut dire que la nostalgie est un sentiment qui a fructifié dans cet âge de l'humanité qu'était l'Antiquité, et dans ce peuple de l'humanité qu'était le peuple grec. C'est-à-dire que si on veut savoir exactement ce que ça voulait dire, il faut écouter d'abord les Grecs. De la même manière que si vous voulez savoir ce qu'est un Dieu unique et d'élection, eh bien, il faut se tourner vers le peuple d'Israël. C'est pas compliqué. Hein. Donc c'est là, par la voix des Grecs, que ce sentiment nous a été transmis, nous a été dit, nous a été écrit, chanté, que ce mal, si je puis dire, nous a été communiqué comme par contagion, effectivement. Car aujourd'hui encore, et pour moi l'étymologie justement, qui s'est fait uniquement à partir du grec, en est le témoin irrécusable, on ne peut pas parler de nostalgie sans parler le langage de l'ancienne Grèce, sans entendre la voix éternelle d'Homère, qui lui avait donné son sens plein. C'est-à-dire par la figure d'Ulysse, qui, d'où l'a appris, et dont le destin, je cite Homère, était de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères. Et ce sont les mots qu'il adresse à la déesse Calypso, qu'il avait rendue captive pendant 3 ans sur son île, et il lui répond « Le seul vœu, c'est dans le chant 5, le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. » Il faut quand même s'en étonner un peu. C'est-à-dire que quel charme sa terre natale a-t-elle exercé sur lui pour qu'il ait préféré rentrer chez lui plutôt que l'immortalité que lui offrait de réaliser Calypso s'il y renonçait. C'est-à-dire que son mal, le mal d'Ulysse, était si grand qu'il a préféré mourir pour sa patrie, dans sa patrie, plutôt que de vivre éternellement en compagnie d'une déesse à la beauté sans pareille. Moi, personnellement, je m'en étonne un petit peu, car j'en ai connu beaucoup qui ont troqué leur vieille Pénélope pour moins que ça. Une jeune nymphe suffisait sans qu'on leur demande d'être déesse pour autant. Bon.
Donc d'ailleurs, je vais y revenir tout à l'heure, car ça a un rapport en fait avec notre sujet, et laisse déjà deviner le fort contraste qui doit nous séparer des Grecs. C'est-à-dire que, pour l'instant, je veux bien qu'on m'apprenne que nous devenons de plus en plus nostalgiques. Je veux bien qu'il y ait, depuis quelque temps, une mélancolie française, que c'est peut-être un signe inquiétant que, depuis l'an dernier, les audiences de Radio Nostalgie aient dépassé celles d'Europe 1. Bon, mais soyons honnêtes, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui soit capable de descendre jusqu'à la profondeur du mal qu'a dû éprouver Ulysse. Quel attachement profond les Grecs avaient-ils dû avoir avec leur propre foyer, à leur propre patrie, pour que chaque fois qu'ils la quittaient, ils s'en soient rendus à ce point malades, pour que le pire des châtiments soit pour eux l'exil, pour que, hors de la cité, il n'y ait eu que barbarie et épouvante. C'est en un sens digne d'étonnement et d'admiration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'équivalent dans la Rome ancienne. Les Romains, ils ont fondé un empire. C'est-à-dire qu'eux n'aspiraient qu'à s'étendre et non jamais à revenir. Pourquoi? Parce qu'en un sens, ils se sentaient partout chez eux. Ils apportaient avec eux le droit, et quel que soit l'endroit où ils étaient, aussi reculés qu'il était, eh bien, ils se sentaient toujours chez eux. Hein. Les Grecs, eux, n'ont jamais fondé d'empire. Ils ne le pouvaient pas. Seulement des cités, pour la raison, d'un sens, qu'ils ne songeaient jamais qu'au retour. Nostos. C'est-à-dire qu'à peine ils s'éloignaient de la cité, qu'ils souffraient de ce mal étrange, la nostalgie. Alors, je ne veux pas dire qu'après, on n'ait pas éprouvé ce sentiment, je ne veux pas dire que les Latins ou d'autres après eux n'aient jamais ressenti de nostalgie, mais vous voyez, quand cela leur arrivait, ils étaient grecs. Du moins, ils devaient parler le langage des Grecs desquels ils avaient reçu le sentiment. Vous prenez Ovide, ces fameuses lettres du Pont, les Pontiques. Ovide est forcé à l'exil à Tomie, et il avait la nostalgie de Rome. Mais quand il s'agit de s'en plaindre, il n'a pu s'en plaindre et exprimer sa souffrance qu'à travers les symboles que lui offrait l'Odyssée. Je cite Ovide, « La froide raison d'Ulysse n'est pas douteuse, et cependant, le plus grand désir du roi d'Ithaque était d'apercevoir la fumée du foyer paternel. Je ne sais quel charme possède le sol natal pour nous captiver et nous empêcher de l'oublier jamais. » Je vais plus loin pour dire que, si je puis dire, le peuple grec, c'est d'abord et avant tout un peuple nostalgique. Si la philosophie elle-même a été d'invention grecque, c'est peut-être qu'elle-même n'a pu éclore que du sein d'un peuple qui était épris de nostalgie et pour lequel le retour était toujours plus important que l'aller. La pensée a dû commencer, d'ailleurs c'est une suggestion que nous fait Pascal Quignard dans Mourir de penser, que je trouve formidable. La pensée a dû commencer de façon très animale. C'est-à-dire que la pensée, d'abord, n'a peut-être d'abord servi qu'à revenir sur ses pas, par le flair, les signes, rentrer au foyer, jusqu'au foyer qu'on avait quitté. Et c'est la raison pour laquelle la pensée, dont le terme grec est nous, le nous, s'est appuyée sur le nostos, nous, nostos. En sorte que ce qui anime la philosophie, ce dont elle procède, eh bien, réside dans le mouvement nostalgique de la pensée. Elle est toujours sur le chemin du retour. On peut prendre 1000 exemples. Platon. Pour Platon, apprendre, c'est se souvenir, c'est se ressouvenir. La vérité, pour un grec, c'est se remémorer, la mémoire, aletheia, contre l'oubli. C'est-à-dire que pour Platon, l'âme a connu la vérité avant de naître dans un corps qui lui a fait oublier. En sorte que le désir qui porte l'âme vers la vérité et nous donne le pressentiment de nos pensées futures, eh bien c'est une nostalgie. Puisque au fond, lorsque nous découvrons la vérité, pour un grec, nous ne faisons que réapprendre ce que nous avions oublié. Bref, pour un grec, nous ne devenons nous-mêmes qu'en revenant au principe que nous avions quitté. Donc il s'agit toujours de faire retour. La philosophie ne pense pas du tout, quand elle est grecque, partir quelque part, s'aventurer. Elle n'est pas du tout cartésienne. Elle s'égarerait, en quelque sorte. Elle ne parvient d'ailleurs, pour un grec, à penser véritablement que si elle s'assure du retour.
puisque c'est le mal du retour ou le désir de revenir à son foyer qui anime le mouvement de la pensée. En sorte que, effectivement, quand on pense, on n'avance qu'en régressant, comme l'animal, en revenant sur ses pas. Et il n'y a de bonheur que dans le retour. Autrement dit, vous voyez, si la nostalgie est le mal grec par excellence, dont pas même l'âme ne manquait de souffrir, eh bien, la philosophie ne devait être bien autre chose qu'une simple consolation, qui aurait servi à compenser le regret de ce qui a été perdu. La philosophie pour un grec s'est proposée radicalement d'être une cure, la cure véritable, la seule capable de guérir du mal, qu'était la nostalgie. Donc, vous voyez, l'Odyssée, tout y est. L'Odyssée, c'est vraiment ce qui demeure la trame, le symbole dont la philosophie ne s'est pas départie. Et même quand saint Augustin parle de la cité de Dieu, de la cité céleste, à laquelle le chrétien n'aspire qu'à revenir, il continue à parler grec. Il continue en quelque sorte à parler le même langage. En cela, on voit que le christianisme a hérité de ce sentiment nostalgique que les Grecs avaient inventé, et qu'en un sens, si je puis dire, ils n'ont fait que maximiser, infinitiser. C'est-à-dire que un chrétien, au fond, il est nostalgique de la cité céleste, et la cité terrestre devient, en quelque sorte, elle-même le lieu d'exil et de souffrance dont le chrétien ne peut se libérer que par la mort. C'est le suprême retour. Si j'ai insisté sur le sentiment originaire de la nostalgie, et donc sur le sens exact que les Grecs lui ont communiqué, c'est pour que nous nous surprenions à voir combien il nous est étranger. Nous, modernes. Ça veut dire que nous ne le ressentons pas du tout comme ça. Notre nostalgie n'a rien à voir. Elle n'est pas la nôtre. Et la nostalgie des Grecs, justement, elle se reconnaît à quoi? À ce qu'il n'y entre aucune considération autour du temps, autour de l'irréversible. Cette notion, elle est d'abord exclusivement spatiale. Or, l'espace, on le sait, est réversible. C'est même ce qui est réversible par excellence, contrairement au temps. Si je me déplace d'un point B à un point A, je peux toujours revenir au point d'où j'étais parti, à l'image exactement d'Ulysse, qui, depuis Troie, est retourné dans sa bien-aimée île d'Ithaque. C'est-à-dire que le temps, ici, n'a rien à voir avec l'affaire. Le temps peut éventuellement le retarder, il aurait pu même lui manquer, mais il ne pouvait pas, par lui-même, l'empêcher d'y retourner. Et de la même manière, quand la philosophie distingue un monde intelligible et un monde sensible, quand le christianisme distingue une cité céleste et une cité terrestre, c'est encore un langage spatial, métaphoriquement spatial. Mais il s'agit bien d'un lieu. Donc le temps peut signifier notre chute, notre exil, mais il n'est pas, si je puis dire, la cause du mal dont l'âme souffre. Et le temps n'a même pas davantage de prise sur le lieu, sur le principe vers lequel l'âme désire faire retour. Bien. La nostalgie dont nous souffrons, c'est-à-dire celle des modernes, elle n'a donc plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est essentiellement temporelle. C'est une notion, d'abord, essentiellement temporelle, grevée par l'irréversibilité. C'est-à-dire que cette nostalgie qui est la nôtre nous condamne à désirer un pays dans lequel nous ne retournerons jamais. Et en ce sens, notre nostalgie, au fond, est rigoureusement contraire à la précédente. Je veux dire, notre nostalgie va en direction exactement inverse à la précédente, puisqu'elle s'inscrit, si je puis dire, sur le chemin de l'aller. Elle ne cesse d'aller de l'avant, alors que, si je puis dire, vous l'aviez vu, la précédente était toujours inscrite sur le chemin du retour. Tout se passe comme si, nous, au lieu de chercher un remède qui pût nous guérir du mal dont nous souffrions, la philosophie par exemple pour les Grecs, nous n'avions voulu garder que cette souffrance, après s'être bien assurés qu'aucun remède ne pouvait nous en guérir. C'est-à-dire que c'est à tel point que, honnêtement, il faudrait se demander si c'est encore bien de la nostalgie dont il s'agit que la nôtre. Et pourquoi nous continuons à parler une langue grecque que nous ne comprenons même plus. C'est-à-dire qu'il doit bien y avoir de l'ironie dans toute cette histoire. Il doit y avoir de l'ironie et un peu de cruauté dans le sort qui nous a été réservé, à nous modernes, pour s'être infligé à nous-mêmes un mal dont nous savons pertinemment qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'en guérir, d'y échapper, et que nous avons peut-être secrètement choisi pour la raison qu'il était incurable. Il faut s'interroger tout de même. C'est-à-dire que l'ironie de cette nostalgie, eh bien, c'est au fond une manière de présenter cette nouvelle humanité
que nous sommes devenus sous un jour qui serait, si je puis dire, comique si elle n'était pas tragique. D'où vient en effet le caractère étrange, pour ne pas dire absurde, de la nostalgie dont nous souffrons au regard de toutes les anciennes humanités, telles qu'elles l'avaient éprouvé. C'est que ce retour, quel qu'il ait pu être, quelle que soit la manière dont on peut l'imaginer, et qui constituait, c'était la citation même que Robert Maggiori donnait, le remède infaillible à la nostalgie, eh bien, ce retour, pour nous, en fait, on ne le désire pas du tout. Nous ne le désirons plus du tout. Nous n'avons plus du tout envie de rentrer. Il y a un très beau passage, justement, dans L'Irréversible et la nostalgie de Yankelevitch, puisqu'il faut toujours se débattre ici avec l'Odyssée, nécessairement, où il va revenir sur l'Odyssée pour réintroduire justement tout le mordant de l'ironie moderne que nous évoquions. Il se propose, Yankelevitch, d'imaginer ce qui se passe une fois rentré. Il s'imagine le lendemain du grand Nostos, ce qui est arrivé après les retrouvailles dans le palais d'Ithaque. Il se demande ce qui a pu se passer une fois le rideau baissé, quand devait s'inaugurer l'ère d'un bonheur sans nuages et sans histoire. Et donc il se propose d'écrire à sa manière, je le cite, le 25e chant de l'Odyssée, celui qui n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il imagine? Ulysse est à table, il se tait, il n'a plus rien à souhaiter, il s'ennuie. Il s'ennuie. Et à quoi pense-t-il? À Calypso. À Calypso, à Circé, à Nausicaa, à toutes les occasions perdues, à toutes les occasions manquées qui ne reviendront plus. Je le cite, « Le lendemain même du retour, la déception a supplanté la nostalgie. Au fond, Ithaque n'était qu'un prétexte. Il sait à présent que la nostalgie, et c'est exactement la même citation, comme quoi nous nous retrouvons, n'est pas seulement un mal qui a besoin d'un remède, elle est encore l'inquiétude causée par l'insuffisance de ce remède. » Voilà, nous sommes des Ulysses modernes, quelque chose quand même de très bizarre. Nous sommes des Ulysses modernes qui sommes venus après la déception, qui savons qu'au retour ne nous attend que l'ennui, et même peut-être la mort. Donc on n'a aucune envie. C'est-à-dire que nous avons reçu des Grecs le sentiment de la nostalgie, mais voyez, nous y avons introduit toute la cruauté de l'ironie. Notre désir n'a plus d'objet, il est indéterminé. Il est celui d'un ailleurs toujours autre, d'un pays qu'on n'aura jamais connu. Pourquoi? C'est très curieux, parce que nous préférons le mal au remède. Le remède serait pire que le mal. Nous préférons le mal au remède, c'est-à-dire nous préférons la souffrance à l'ennui. Nous préférons souffrir que de nous ennuyer. Eh bien, du coup, ce que nous redoutons le plus, peut-être, c'est d'être rentrés, de mourir d'ennui. Donc, vous voyez, quand nous sommes nostalgiques, nous, aujourd'hui, nous ne désirons pas tant revenir que partir. C'est le chemin inverse. Que partir et partir toujours, et se délecter secrètement de l'exil et de l'absence. Au fond, on se dit Calypso est encore plus belle à présent qu'elle est loin, et n'appartient plus qu'au passé. Le souvenir qu'en garde notre Ulysse moderne est d'autant plus doux qu'il lui assure un retour impossible. Je t'aime, mais de loin. C'est cette contradiction dans laquelle nous avons sourdement voulu nous installer et qui a permis justement à la nostalgie de se nouer à l'irréversible. Car j'insiste également, vous avez vu que la nostalgie, au fond, n'avait d'abord rien à voir avec l'irréversible, mais je pourrais en dire autant, l'irréversible, d'abord, n'a rien à voir avec la nostalgie. Et j'en veux pour preuve, évidemment, Bergson. J'en dirai juste un petit mot, mais Bergson, qui a été l'un des maîtres de Yankelevitch, c'est justement le philosophe qui a introduit pour la première fois, véritablement, le temps dans l'histoire de la philosophie. C'est lui qui a affirmé la réalité du temps en vertu de la conscience irrécusable que nous avions de durée. Or, j'ai même vérifié, mais je le savais déjà, le mot nostalgie n'apparaît jamais sous sa plume, dans aucun de ses ouvrages. C'est-à-dire que Bergson sait bien que le temps est irréversible. C'est même lui, en un sens, qui y insistait pour la première fois. Je le cite. « Nous savons bien qu'on ne vit pas deux fois le même moment d'une histoire et que le temps ne remonte pas son cours. » Et pourtant, jamais, dans son œuvre, il ne cède à la nostalgie de l'irréversible. Le temps, pour lui, la chose est bien connue, est une création continue d'imprévisibles nouveautés. C'est-à-dire que le passé est associé à un mouvement qui va vers l'avant et qui renouvelle le présent à chaque instant, de telle sorte que ce qui est perdu, certes, n'est pas retrouvé, mais ce qui est trouvé à sa place
n'était pas même attendu, et c'est cette joie de l'inouï et de l'inespéré qui nous offre toujours, si je puis dire, de surmonter le possible désespoir qu'entraînerait la perte inconsolable. C'est-à-dire que l'irréversible chez Bergson est lié, non pas au regret, mais à la joie du continuel renouvellement. Il est joyeux, Bergson. Et je crois en avoir trouvé la raison dans une lettre que Bergson a adressée à Jankélévitch, qui est formidable, qui date de 1938. Bergson déclare à Jankélévitch, au fond, qu'il ne s'était jamais ennuyé. En fait, il ne savait même pas ce que ça voulait dire s'ennuyer. Je le cite. « Votre étude sur l'ennui m'intéresse et m'instruit tout spécialement, car l'ennui est un sentiment que je n'ai jamais éprouvé. Et il me semble, justement, qu'il faut peut-être avoir éprouvé l'ennui pour constituer un passé comme une valeur refuge et éprouver la nostalgie. En méditant sur l'irréversible la nostalgie, justement, Jankélévitch ne renie pas Bergson, mais il va adjoindre à la conscience du temps une tonalité affective qui la colore de son propre tempérament et qui lui est probablement venue de son attachement à la philosophie grecque. Il est un Ulysse moderne, et peut-être justement nous aussi, nous allons le voir d'une certaine manière. Et voilà donc le nouage curieux que l'Ulysse moderne, que nous sommes devenus, a effectué entre l'irréversible et la nostalgie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus nostalgiques d'un lieu cher à notre cœur, et nous aspirons à y retourner, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on désire. Et qu'au fond, c'est plutôt le présent qu'on cherche à fuir, et c'est l'ennui que nous craignons. Mais nous sommes encore nostalgiques, si je puis dire, comme par nécessité. Et donc, il ne nous reste plus alors qu'à être nostalgique de quoi ? Du temps qui passe. Du temps qui passe en lequel tout s'en va et ne revient jamais. Où il nous est loisible de nous complaire de façon quelque peu morose, puisqu'en effet, là, nous avons l'assurance qu'aucun retour ne sera possible. La nostalgie, pourtant, agit, c'est quand même une maladie. C'est une maladie. Mais ici, c'est une maladie qui nous fait du bien, dont on ne souhaite pas guérir. Quand on écoute Radio Nostalgie, c'est quand même comment se faire du bien avec son mal. Bon. Donc nous sommes conduits à cette définition nouvelle, étrange, que notre modernité a étrangement investie justement en y introduisant le temps. Elle pourrait être la suivante. La nostalgie est le sentiment qui nous vient de notre désir de faire revenir par tous les moyens qu'on a en notre possession, le parfum, la musique, tout ce que vous voulez, ce dont en même temps on est secrètement assuré qu'il ne reviendra jamais. Et il est certain évidemment que l'accélération toujours plus grande dans laquelle nous sommes entraînés, qu'a finement analysé Armut Rosa, ne fait qu'accuser toujours un peu plus l'ambivalence de ce sentiment, pour ne pas dire le paradoxe dont souffre l'homme moderne. C'est-à-dire que notre vie jamais n'a été aussi longue qu'aujourd'hui, jamais elle n'a été aussi riche, variée, et pourtant par ce phénomène d'accélération qui nous donne effectivement une conscience très aiguë du cours irréversible du temps, jamais un homme, une fois arrivé au terme de sa vie, n'a peut-être eu le sentiment de ne pas avoir vécu assez. Voilà. Et du coup, d'être nostalgique de sa propre jeunesse. Il a manqué des choses. Ça, c'est arrivé trop vite. Il a la nostalgie de l'irréversible. Et comme tout phénomène ambivalent, et c'est ainsi que je finirai par cette analyse, ce sentiment peut se lire à deux niveaux à la fois. C'est pour ça qu'il est étrange, qu'il est paradoxal. C'est qu'on peut le lire sur deux plans. Et c'est ce que nous suggérions lorsque nous disions qu'il donne à voir de l'homme moderne un spectacle qui est à la fois comique et tragique. Car contrairement à l'idée reçue, le comique n'a pas du tout la légèreté du burlesque. Le comique, c'est sérieux, c'est aussi sérieux que le tragique. Et c'est l'idée géniale de Beaumarchais, quand il a écrit sa trilogie, c'est l'idée géniale de Beaumarchais de dire que le comique et le tragique, justement, ne font jamais qu'une seule et même chose. C'est le mot de Figaro. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Autrement dit, voilà, c'était l'idée de Beaumarchais. Mettez ensemble une femme, son amant et le mari cocu, vous faites un vaudeville. Mais ajoutez un couteau dans la main de l'homme trompé, et avec la même histoire, vous faites un drame. C'est la même histoire. C'est-à-dire que, c'est ce que dit Beaumarchais, il y a un fond dont on peut faire avec un égal succès une tragédie ou une comédie. Et justement,
Il y a une histoire bien connue qui porte précisément sur la nostalgie de l'irréversible. L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah oui, c'est exactement ça. Elle raconte l'histoire d'un homme dont la vie a suivi un cours résolument inverse à celle des autres. Il est né vieillard, il est mort en nourrisson. En cela, sa vie est une régression qui suit le mouvement de la nostalgie. Sa vie est une régression, c'est un retour et non pas un aller. Et il semble que cette histoire, effectivement, ait servi à nous rendre plus sensibles le sentiment nostalgique que peut faire naître le caractère irréversible du temps. Et cette histoire, elle a eu deux versions. Le fond de cette histoire, bien connu, a donné lieu en effet à deux versions différentes. L'une qui en a fait un drame, et c'est le film de David Fincher, de 2008, avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Et l'autre version, qui est celle dont le film s'inspire, et qu'on doit à Fitzgerald, et qu'on oublie qu'elle était franchement comique. En fait, elle n'a rien à voir. C'est la même histoire, mais racontée tout différemment. Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle de Fitzgerald? Et j'y insiste d'abord, puisque tout le monde plutôt a à l'esprit le film. Dans la nouvelle de Fitzgerald, écrite en 1920, Roger Button, le père, voit dans un des berceaux Benjamin, son fils, d'une taille déjà extraordinaire, la barbe blanche, recroquevillée. Il y voit un vieillard de 70 ans. Bon, il est d'abord un peu horrifié, hein, d'autant plus que celui-ci commence déjà à lui parler. Il dit, mais tu es mon père? Voilà. Bon, donc il parle déjà, bon, très bien. Donc le père est horrifié, mais il le garde quand même. Bon, je le garde quand même. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas du tout. Hein. Il va faire comme si de rien n'était. C'était un bébé comme un autre. Je le cite, hein, au bout de 12 ans, ses parents s'étaient habitués à lui. De fait, la force de l'habitude est telle qu'il ne le trouvait plus différent des autres enfants. Mais Benjamin se met à rajeunir et il vit des années de décroissance normale, vous voyez. À 18 ans, il a l'apparence d'un homme de 50. À 20 ans, il paraît le même âge que son père, et on les croit frères. Et à ce moment-là, il rencontre son épouse, Miss, ici Moncrieff, qui sera Daisy dans le film et qui sera jouée par Cate Blanchett. Il a le coup de foudre. Et puis, comme elle, à ce moment-là, elle préfère les hommes d'âge mûr, bah, il va mentir sur son âge. Il va profiter de son apparence de vieillard. Bon, très bien. Donc, ils vont se marier, avoir un fils, Roscoe. Benjamin, il s'installe dans la société, il fait fortune. Plus il rajeunit, plus il se sent vigoureux, et plus son père, d'ailleurs, est admiratif. Mais vous voyez, avec le couple, ça se passe différemment. C'est tout le contraire. Ça veut dire qu'avec Moncrieff, Hildegarde Moncrieff, sa femme, au contraire, plus elle vieillit, plus elle s'anémie, moins il en est satisfait. Ça vous rappelle quelque chose, quand même. Et elle, qui n'avait jamais aimé que les jeunes gens, ne faisait que le mépriser à mesure qu'il rajeunissait. Donc, progressivement, un abîme se creuse peu à peu entre eux. Et à leur début, les gens se scandalisaient de voir une jeune femme au bras d'un vieillard, à la fin, oubliant d'ailleurs ce qu'ils avaient dit au début, les mêmes se scandalisaient de voir un jeune homme au bras d'une femme de 45 ans. Benjamin Button part faire la guerre, il paraît avoir 18 ans quand il revient, il perd peu à peu ses souvenirs et meurt. Ça, c'est l'histoire. Pourquoi c'est comique? Pourquoi l'histoire ici étrange de Benjamin Button est ici comique? Précisément parce que les personnages ici n'ont pas conscience de l'irréversibilité du temps, hein, que nous donne à voir justement Fitzgerald au lecteur. Ils n'ont pas conscience de cette irréversibilité, exactement à l'image du père de Benjamin, qui ne s'étonne plus de voir son fils à 12 ans fumer le cigare à sa fenêtre, hein, comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils font tous comme si tout était bien en ordre, comme si tout retournait toujours à sa place, pouvait toujours revenir en son lieu. Benjamin n'a pas conscience de l'irréversible, et c'est parce qu'il ne cesse de régresser, de faire retour, de suivre réellement le mouvement de la nostalgie, que cette nostalgie est comique. Il fait comme si c'était possible. Et son histoire, au fond, ce n'est jamais que la métaphore de notre vie misérable. Enfin, non, enfin la mienne, si vous voulez. Bon, son histoire n'est que la métaphore de la vie, où chacun veut être vieux quand il est jeune, et veut être jeune quand il est vieux. Bon,
C'est-à-dire que là, on retrouve vraiment notre Ulysse moderne qui croit pouvoir trouver une source de jouvence en ayant à ses bras une jeune fille. C'est bien le Ulysse dont on a parlé, qui troque volontiers sa vieille Pénélope en échange de la jeune Calypso. Hein, Benjamin Button est étrange, certes, mais enfin, ce n'est jamais que notre histoire éclairée ici sous un jour grotesque. Ce n'est jamais qu'un homme qui ne veut pas assumer son âge. Et c'est comique. Dans le film, tout change. Et c'est pour ça que le film est aussi génial. Tout est montré, si je puis dire, à un autre niveau, sur un autre plan. Le père, ici, ne veut pas du tout se voiler la face. Hein. Il ne veut pas se voiler les yeux. Il ne peut pas faire comme si tout pouvait revenir à sa place. Il est horrifié, et lui, il l'abandonne. Il l'abandonne sur les marges d'un hospice. Il ne va pas l'adopter. C'est-à-dire que Benjamin Button, ici, commence par l'exil. Toujours déjà, il commence par l'exil. Il n'aura pas, si je puis dire, de terre natale. Et pour cette raison-là, il ne sera jamais à sa place. Contrairement à l'autre, où on faisait comme si de rien n'était. Il ne sera jamais à sa place, et du coup, il ne cessera jamais de voyager, de partir à l'aventure. C'est-à-dire que ce Benjamin Button est nostalgique d'un lieu, justement, qu'il n'aura jamais connu. Parce que, justement, il lui manque cette terre d'abord première. Et lui, au contraire, par le cours rigoureusement contraint de sa vie, a une conscience très aiguë de l'impossibilité du retour. C'est exactement le contraire de l'autre. Lui, il sait qu'on ne revient jamais. Il aime Daisy. Lui, il aime vraiment Daisy, depuis toujours, mais il ne fera que la croiser une fois, vraiment. Ils ne s'aimeront véritablement qu'une fois, en ce point unique où leur vie, qui vont en sens contraire l'une de l'autre, parviennent à se rejoindre. Et de cette rencontre va naître une fille, mais lui-même encore ne pourra pas faire semblant et partira. Il ne pourra pas faire semblant d'être vraiment le père. Il s'en va toujours, c'est-à-dire que son exil est permanent. Son exil est permanent, il ne fait que croiser les êtres, il sait son retour impossible. Et c'est pourquoi sa nostalgie, elle, est tragique, et qu'elle peut tirer nos larmes. C'est la même histoire pourtant. Vous voyez, et donc par ces deux histoires, je voulais montrer qu'en fait, elles n'en font jamais qu'une seule. Et que cette histoire, c'est la nôtre. Qu'il faut lire sur ces deux plans en même temps, parce que notre vie, au fond, elle est toujours comico-tragique. Et il est peut-être parfois, justement, toujours besoin d'en rire pour ne pas avoir à en pleurer. C'est cette absurde nostalgie de l'irréversible qui hante la conscience moderne et que j'ai essayé ici de démêler un petit peu, cette fois-ci, justement, à la manière de Spinoza, sans rire, sans pleurer, mais seulement en essayant de comprendre. Merci à vous. Merci beaucoup, Camille. Peut-être tout à l'heure, on discutera pour voir comment, face à une conscience qui est évidente du fait qu'il n'y aura pas de retour, qu'il n'y a pas de terre qu'on va retrouver, qu'il n'y a pas de moment qu'on va retrouver, il faudra aussi considérer dans des situations réelles comment on se comporte. Il y a des passages géniaux de Derrida lorsqu'il parle de nostalgérie, en mettant en cause justement la langue. On peut penser, je ne sais pas, par exemple, aux exilés, aux philosophes exilés aux États-Unis, chassés d'Allemagne en 1933, et aussi simplement à côté de nous, des gens qui ont quitté leur pays, comme c'est mon cas d'ailleurs, et qui, devant cette « je ne retrouverai jamais plus », font des tentatives. Et ces tentatives, ce sont des constructions du monde. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas de dire simplement « je ne retrouverai plus jamais mon pays », c'est de dire « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et on le voit parfois de manière extrêmement émouvante dans la langue, par exemple, de quelqu'un qui ne parle pas bien français et qui a encore un accent. Et qui, dans cet accent, c'est comme un immeuble en construction. Il y a la langue que je suis en train de perdre, celle que je vais me reconstruire, qui n'est pas une nouvelle Ithaque, mais qui est une Philadelphie qui n'existe pas encore, que je vais construire. Mais je me souviendrai toujours du mot de ma mère, ce qui m'avait vraiment un jour bouleversé, malheureusement elle n'est plus là, qui disait « moi l'italien je l'oublie et le français je ne l'apprends pas ». Ben, comment faire avec ça? Voilà.
Bon, Cynthia, à toi maintenant. Pardon. Aucun souci. Donc, moi, je vais faire un chemin un peu à l'envers de celui de Camille Riquet, puisqu'il est parti de la nostalgie pour arriver à l'irréversible, et je vais partir de l'irréversible pour arriver à la nostalgie. Et dans un premier temps, d'abord, dire quelque chose de l'irréversible chez l'individu. Et c'est assez simple de répondre à cette question. C'est la question de la mort, et d'expliquer comment la mort structure la pensée chez Jankélévitch. Dire également quelque chose de l'irréversible, mais cette fois-ci de façon plus collective. Qu'est-ce que c'est l'irréversible pour une société? Et cela aussi a été pensé par Jankélévitch avec la notion d'imprescriptible. Et en fait, d'arriver par là, c'est-à-dire de montrer que sur le fond de l'irréversible et de l'imprescriptible, donc sur le fond d'un irréversible individuel et sur le fond d'un irréversible collectif, s'édifie une éthique, s'édifie une morale, qui est précisément à l'envers même de l'irréversible et de la nostalgie et de l'imprescriptible, puisque c'est celle de l'engagement, c'est celle de la présence au monde. Mais on comprend la valeur de l'éthique chez Jankélévitch précisément parce qu'on part de l'irréversible et de l'imprescriptible, et que c'est à l'aune de ça que se constitue l'action, que se constitue la nécessité de la décision, de l'irrévocable décision. Donc, dire cela. Et puis, un dernier temps sur la nostalgie, je dirais un peu des choses totalement en connivence, en dialectique, en tout cas avec celles qui ont été dites par Camille. Deux formes de nostalgie, une que je nommerais ontologique, fondamentale, et, qui est celle du mal d'origine. Pas le mal du pays, mais le mal de l'origine, et qui constitue là aussi un sujet. Et puis une autre qui est plutôt une nostalgie de l'insuffisance, qui est celle peut-être que Camille appelle la nostalgie des modernes, et qui s'appelle la déception, mais qui est peut-être le dernier territoire de la liberté pour l'homme moderne, c'est d'avoir le droit d'être déçu. Bon. Donc, un premier temps, cette philosophie du temps et de la mort. Alors, chez Jankélévitch, il dit tout part de là. Ce métempirique de la mort, c'est le problème philosophique par excellence. Et en fait, se joue, à partir de cette pensée très spécifique de la mort, les fondements de la morale chez Jankélévitch, et c'est un mot un peu barbare, de la paradoxologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chez Jankélévitch, la pensée est paradoxe, et paradoxale. Ça, c'est une des spécificités. Alors, le paradoxe, c'est bien évidemment pas la contradiction, c'est la combinaison possible de ce qui paraît antinomique, ce qui est un peu différent. Et un des grands paradoxes de notre vie, c'est précisément la mort, et c'est pour ça que c'est un problème philosophique. Et c'est pour ça que ça constitue la base même de la philosophie. Pourquoi? Parce que la mort est inatteignable et immanente, elle est accidentelle et nécessaire, elle est toujours connue et inanticipable, elle est scandaleuse et terriblement ordinaire, elle est terriblement intime et pas du tout personnelle en fait, etc., etc. Elle est terriblement familière et en fait il n'y a rien de plus étranger. Donc on a véritablement une mort qui, en gros, est notre vérité, et en même temps, dit Jankélévitch, cette vérité, c'est que la mort n'est quand même pas la fin de l'histoire. Donc, on fait quoi avec ça? C'est que voilà, l'homme va être constitué, la création de son sujet, sa subjectivation va être constituée par le fait que l'expérience la plus essentielle pour lui est précisément celle qu'il ne peut pas faire. Et donc c'est ça, voilà, comment la mort nous façonne en creux, comme un sculpteur invisible, comment elle trace comme ça la phénoménologie de nos vies. Et il a cette formule magnifique, qui est notamment l'un des titres d'un livre, c'est qu'il dit « c'est rien ». Non, c'est un presque rien. Et donc, voilà,
L'événement de la mort n'est pas un rien, mais un presque rien. Elle est en même temps, quand il prend cet exemple sur les Grecs, elle peut être une transformation, dit-il, insignifiante de nos corps, hein, une disparition dans la poussière, et en même temps, donc véritablement ce qui ne compte pas. Et en fait, la mort, non, la mort c'est, dit-il, l'important pour nous seuls. Bon. Et autre paradoxe, ce paradoxe de la mort, c'est que c'est la fin de mon temps vital, mais en fait, c'est bien évidemment la fin du temps, tout court, la fin du monde pour moi. Et Dieu sait si, à chaque fois que l'on entend nos aînés, et qui nous expliquent que précisément un monde est en train de disparaître, on sait que, bien évidemment, ce monde qui disparaît, c'est le leur, et ce n'est pas le monde. Donc il y a un rapport très ambigu de la vérité et de la mort, puisque la mort, tout en étant vraie, je l'ai dit, n'est pas le dernier mot de la vérité, puisque c'est à l'aune de cette aura de la mort que va s'édifier une éthique. Et tout à l'heure, on a parlé du comique, du tragique, on a parlé du sérieux. C'est une des grandes notions aussi chez Jankélévitch, puisqu'en fait, la mort n'est pas l'important au sens, n'est pas le drame en fait. N'est pas le, il y a une formule fantastique de Jankélévitch qui dit voilà, c'est pas nécessaire d'être tragique, il suffit d'être sérieux. Il suffit d'être sérieux, ça veut dire que je sais précisément que la mort nous façonne et qu'en plus, l'une des choses les plus terribles dans la vie, ce sera cette irréversible qu'est la mort de l'autre, puisque l'irréversible de ma propre mort, je ne peux pas la vivre, mais je vis celle de l'autre qui est totalement constitutive de mon sujet. Et ça, c'est sérieux. Et sérieux, non pas parce que le sérieux renvoie à un dogme, mais le sérieux parce que ici et maintenant, le sérieux parce que je dois entrer au monde, le sérieux parce que je dois m'engager, et le sérieux parce que je dois faire commencement, qui est aussi une affaire de temps, qui est sans doute d'ailleurs l'injonction pour l'homme d'appropriation du temps, c'est-à-dire ce que là aussi Jankélévitch appelle, en faisant retour au grec, le kairos. Hein, c'est-à-dire de saisir l'instant. Et Dieu sait si l'instant est irréversible. Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit comment vraiment Jankélévitch est un penseur de la sublimation. Tu as dit tout à l'heure, Robert, tu as terminé sur « mais on fait quoi avec ça ?» Ce qu'on fait avec ça, c'est de l'engagement. C'est-à-dire que l'irréversible nous oblige d'une certaine manière à sublimer cet irréversible, et donc à décider, le seuil inaugural de la décision, dit Jankélévitch. Et j'ai fait effectivement un livre sur ce cogito du courage, sur le fait que, voilà, nous devons tenter le kairos. Tenter le kairos, c'est tout simplement s'obliger éthiquement de faire histoire, de faire commencement. Et là où c'est magnifique, c'est que chez Jankélévitch, ce qui est fait reste à faire. Et donc, nécessairement, commencer, c'est aussi déjà recommencer. Et donc, c'est merveilleux parce que cet irréversible-là, à un moment donné, on peut résister face à cet irréversible. Et sans doute que la nostalgie, c'est quand on n'arrive plus totalement à résister à cet irréversible. Donc, premier temps, l'irréversible chez l'individu. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit, avec cette invitation au kairos. Je dirais juste un point. Je suis, comment dire, aussi, indépendamment d'être philosophe clinicienne, donc un analyste, une psychanalyste, et je vois très clairement chez les sujets que la question du temps, elle est plus que constitutive, et je dirais qu'elle est matricielle, c'est-à-dire qu'il se joue d'abord un rapport au temps, pour exister dans l'espace. Et on le voit très bien en analyse. En fait, les Grecs nous enseignent qu'il y a 3 dimensions du temps. Le chronos, le temps qui se déroule, tu parlais tout à l'heure de la flèche, donc le temps qui s'accumule, c'est essentiel le chronos. C'est essentiel parce que s'il n'y a pas de chronos, nous n'avons pas non plus le sentiment que nous fabriquons quelque chose. Le chronos, ce n'est pas que la vieillesse. C'est pas, mon Dieu, je suis de plus en plus atroce. C'est, mon Dieu,
j'ai une maison, je viens de construire une maison, j'avais une planche de bois et puis là j'ai fait une cabane, j'avais écrit quelques lignes et puis là il y a un livre. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité dans le chronos de commencer à accumuler quelque chose. Il n'y a pas que le chronos comme ennemi, hein, ça peut être aussi un allié tout de même, de se rassurer qu'il y a une espèce de matérialisation, hein, qui fait que l'épanouissement est possible dans le chronos. Mais si on fait que du chronos, on a un sentiment terrible de mort. Parce qu'on est pris, ça ne s'arrête jamais, on a un sentiment que ça passe trop vite, etc. Et donc, pour résister à ce chronos, il faut, disent les Grecs, faire de l'aion. Et l'aion, c'est l'éternité, c'est le suspens. C'est véritablement, comme dit Proust, un peu de temps à l'état pur. C'est les passages secrets dont on parlait tout à l'heure. Et j'y reviendrai, la question de la réminiscence, la question du parfum aussi en entrée. Donc l'aion, c'est essentiel, c'est la manière de sublimer. C'est-à-dire que le temps passe, tout le temps passe, et puis tout d'un coup, je tombe amoureux, ou amoureuse en l'occurrence, si je veux un tout petit peu m'investir dans mon exemple, quand même, ça rassurera aussi mon mari. Donc amoureuse, je me tourne vers Robert, et tout d'un coup, le temps se suspend. Un peu de temps à l'état pur. Donc la sublimation, c'est ça, c'est absolument un rapport avec le temps, c'est tout d'un coup, il n'y a pas d'irréversible. C'est même plus le problème, réversible, irréversible, il y a de l'immanence. Il y a il y a une stance, et la stance, c'est bien évidemment la base de l'être et de l'étant. Et puis, troisième temps, ce que raconte Jean Kelevitch, c'est que le temps, c'est du kairos, c'est de l'instant à saisir. C'est de l'instant pour être au monde, pour faire monde et pour s'engager dans la cité. Et bien évidemment, le kairos, chez les Grecs, c'est absolument essentiel, puisqu'il n'y a pas d'individu chez les Grecs qui ne soit d'abord citoyen, au sens premier du terme, c'est-à-dire construit et édifié par la cité. Et c'est pour ça que le mal de la cité est aussi dramatique, parce que c'est un mal. Le soi ne s'est constitué que par la cité chez les Grecs et que par le cosmos. Hein, et on arrive péniblement à l'individu d'abord par ce chemin-là. Alors ça c'est un premier point. Un autre point c'est comment dire l'imprescriptible, c'est-à-dire l'irréversible au niveau du collectif, parce que bien évidemment Jean Kelevitch est un grand penseur de cet irréversible. Au sens où, bien évidemment, c'est un penseur de l'histoire, c'est un penseur de l'après-guerre, de Auschwitz, d'Hiroshima, de la catastrophe qui a eu lieu, et donc de cet irréversible. Quelque chose s'est passé, et une catastrophe s'est posée, et ce qui a eu lieu nous changera à tout jamais. Et donc, l'imprescriptible, c'est véritablement le fait de marquer comme ça l'effondrement humaniste, l'effondrement des Lumières, mais en même temps, encore une fois, de nous obliger à produire une éthique. Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit sur le passé et comment on doit comprendre la conjugaison du passé. Et comment le passé, quand on fait par exemple une commémoration, comment cette commémoration en fait nous oblige d'avoir une utilisation comment on pourrait dire, une futurition entre guillemets à partir du passé. Le passé doit être futurisé. Je cite Jean Kelevitch. Il semble donc que le passé doit être protégé contre les forces matérialisantes de l'homme. L'homme est moral dans la mesure où il a le culte du passé. Très bien. Dans la mesure où il se remémore le passé, mais certainement pas pour n'en rien faire. Le passé devient ici une sorte d'avenir. C'est une tâche tournée vers l'avenir. Le passé n'est pas là pour simplement se commémorer et se repentir, mais pour consolider la morale à l'aune de l'horreur, car celle-ci a eu lieu et aura lieu encore, sans aucun doute, si précisément les concernements c'est une notion chez Jean Kelevitch, les concernements personnels des uns et des autres faillissent. Or, tout vient se confronter, tout conspire d'une certaine manière à empêcher la dynamique vaillante de la morale. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord l'oubli des individus, les premiers à oublier effectivement. Il y a le négationnisme aussi, le déni, donc il n'y a pas simplement l'oubli, il y a le déni de l'irréversible, il y a le déni et l'oubli de l'irréversible.
Et puis il y a une chose terrible, et c'est un texte magnifique, c'est précisément dans ce court texte, l'imprescriptible, il y a la nature. Il y a la nature qui vient presque empêcher l'irréversible. Pourquoi? Parce que, on se rappelle, c'est ce texte magnifique qui fait que la nature crée du réversible alors qu'il faudrait de l'irréversible pour qu'il y ait enfin une morale, pour qu'enfin qu'on se rappelle que quelque chose s'est passé et que non, ça change à partir de ça. Et non, la nature arrive, les printemps arrivent, et le ver arrive, et l'herbe arrive sur Auschwitz. Et de fait, simplement, si on se réfugie dans la nature, chose splendide, l'éthique, possiblement, peut disparaître. Et c'est pour ça, sans doute, que l'éthique est définitivement une décision de l'homme et une nécessité de penser, encore une fois, cette imprescriptible. Et il n'y a que l'éthique pour fonder l'irréversible. Parce que si on confie l'irréversible à la vie est terrible. Et la vie, bien sûr, comme ça, elle donne vaguement une illusion d'irréversible. Mais en fait, cette affaire-là, comme elle est immense, il y a du réversible permanent. Mais il se joue de façon, encore une fois, collective. Et je cite Jankélévitch, « Le temps qui émousse toute chose, le temps qui travaille à l'usure du chagrin comme il travaille à l'érosion des montagnes, le temps qui favorise le pardon et l'oubli, le temps qui console, le temps liquidateur et cicatrisateur, n'atténuant en rien la colossale hécatombe. » Voilà. Mais le temps est ce processus naturel sans valeur normative. Alors oui, il faut la décision pour qu'il y ait eu de l'irréversible et pour qu'il y ait une morale. Et ça, c'est véritablement la notion d'imprescriptible. Et vous savez, c'est pour cette raison notamment que chez Jankélévitch, le souvenir voilà, le souvenir à la matérialité d'un tatouage, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui des déportés de la Shoah. Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile. Indélébile comme le tatouage que les rescapés des camps portent encore sur les bras. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine. Nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et des petits-enfants qui ne sont pas revenus, car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça, l'imprescriptible exige de nous une responsabilité présente et à venir, et qui est un incessible engagement éthique. Et puis dernier point, alors il y a plusieurs résistances à l'irréversible, on l'a vu, il y a la décision, il y a l'action, il y a l'engagement. Chez Jankélévitch, il y a une manière aussi de dire, de résister à l'irréversible et qui s'appelle la sublimation, qui s'appelle l'ironie. C'est ton rire et ton pleurer chez Beaumarchais. Il y a aussi autre chose, mais ça sera demain, je fais un teaser pour demain, il y a la musique, il y a la musicalité qui dit magnifiquement bien cette espèce de collet serré que nous avons avec la notion d'irréversible. Et puis il y a quelque chose qui bien sûr s'appelle le style, et on l'a écouté, et même dans la voix de Jankélévitch, le style est absolument, voilà, le style, avoir du style, pas simplement dans une œuvre, mais c'est une manière de résister à quelque chose qui s'appelle l'irréversible, parce que c'est un ethos, le style, c'est une manière d'être. Alors, pour la nostalgie, deux points, et puis comme ça on discutera et on échangera plus rapidement. Alors, je vais vraiment rebondir par rapport à ce qu'a dit très justement Camille tout à l'heure. Il y a la nostalgie essentielle, c'est-à-dire pas simplement le mal du pays, mais comme dit Jankélévitch, l'espace nostalgique. Et l'espace nostalgique, alors bien sûr ça renvoie au pathos d'exil, au sentiment de ne pas avoir de lieu propre, mais en fait, nous tous, sans avoir été des exilés, nous n'avons pas de lieu propre. Et c'est ce que raconte très bien Aristophane aussi dans le banquet de Platon, c'est-à-dire qu'en gros, nous sommes constitués, nous tous ici, par quelque chose qui s'appelle la nostalgie de l'un.
la nostalgie de l'unité, la nostalgie de la matrice. C'est ça qui nous... La nostalgie d'une origine totalement fantasmatique. Et là aussi, la clinique analytique raconte ça. Il n'y a pas besoin d'être un orphelin pour chercher toute sa vie l'origine. C'est une question qui nous constitue. Et c'est précisément la sublimation de ce manque qui construit un sujet. Donc cette nostalgie-là, je dirais qu'elle est non pas merveilleuse, mais elle est ontologique, elle est constitutive de l'être. Et puis il y a une autre nostalgie, qui est celle effectivement très bien racontée par ce 25e chant chez Jankélévitch, quand Ulysse rentre à la maison. Donc je ne vais pas la refaire puisqu'elle a été déjà parfaitement contée. Et effectivement, Ulysse, tant qu'il n'était pas là, il ne rêvait qu'à une chose, à Pénélope. Voilà, c'était, et puis précisément à ce merveilleux là-bas, qui s'appelle la terre natale, et puis il rentre, et là, c'est un peu la panique, et il ne pense qu'à une chose, c'est à ce merveilleux là-bas. Effectivement, toutes ces occasions possiblement perdues, il pense à Calypso, et il fait cette expérience qui s'appelle la déception. Et en fait, on voit très bien que cette nostalgie, là, pour le coup, elle relève d'un pathos et d'une pathologie, puisque c'est quoi? C'est un irascible désir de vouloir regretter quelque chose. C'est ça qui se joue. Il se joue le désir d'être déçu, terriblement. Et ça s'appelle un fantasme. Et ça s'appelle bien sûr le fait que, voilà, il ne s'agit pas du tout de revenir au pays, puisqu'il n'y a pas de pays. Puisque quand je reviendrai au pays, ce pays n'existe plus, donc ce pays ne peut que m'offrir la déception. Et donc, bien évidemment, je suis sans cesse dans un rapport fantasmatique. Et c'est ce que Lacan exprime très bien quand il fait la différence entre la symbolisation, hein, l'imaginaire, et puis le réel. Voilà, le nostalgique, c'est celui qui ne sait pas symboliser. Et bien évidemment, il est perdu dans le fantasme, le réel lui est insupportable, et le fantasme, voilà, les cliniciens le savent, le fantasme produit de la douleur, nécessairement. Voilà, dans un premier temps, une petite montée, maniaque, et dans un deuxième temps, un grand désastre dépressif. Bon, donc, cette nostalgie de l'insuffisance, c'est vrai que, voilà, dans un premier temps, c'est une vérité pour nous dire nous sommes des séparés. Voilà, nous sommes constitués par la séparation, et en même temps, la séparation, c'est la base de la liberté, et je pense que c'est véritablement un grand chemin que d'expérimenter cette séparation. Deuxième temps, il faut sublimer la séparation, parce que quand on ne sublime pas la séparation, on va vers le ressentiment, on va vers la nostalgie au sens de déception, et on va vers un fantasme qui est véritablement l'antithèse, encore une fois, d'une liberté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, et puis à la prochaine fois.